Bienvenue dans Green Cash, le podcast qui dévoile les coulisses de la finance durable. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques, enjeux sociaux et innovation. Mais surtout, des hommes et des femmes qui contribuent à une finance régénérative. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce qu'allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Je suis Marine Goldenberg et je suis l'attachée de presse des fonds d'investissement et des startups qui contribuent à façonner un monde nouveau et plus durable. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur Green Cash Brune Ribado-Dumas, qui est directrice d'investissement chez Quimpa, un family office. Et pas n'importe quel family office, puisque c'est un family office qui est consacré à l'impact. Donc je suis ravie d'avoir cette discussion avec Brune aujourd'hui. Brune, bienvenue sur Green Cash. Bonjour Marine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci de l'invitation. Eh bien écoute, avec plaisir. Est-ce qu'on peut démarrer cet épisode en parlant un peu de toi ? Qui tu es quand tu ne fais pas de l'investissement et parler un petit peu de ton parcours. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis directrice d'investissement chez Quimpa. Tu l'as mentionné, ça fait presque 5 ans maintenant que je fais ça. Initialement en Espagne et maintenant à Paris. Et en Espagne parce que j'y ai vécu pendant 8 ans. Avant, je travaillais à Madrid, dans cette belle ville de Madrid où je travaillais... Que je ne connais pas. Que tu ne connais pas ? Non. Voilà, ça, c'est ton prochain voyage. Évite juillet-août, c'est juste ça mon conseil. Mais à Madrid, je travaillais pour un cabinet de conseil français qui avait un bureau là-bas, où j'ai travaillé pendant 8 ans dans le secteur de la finance beaucoup plus traditionnel. On en parlera, mais il y a eu un petit switch à un moment qui a fait que j'ai plutôt voulu me consacrer aux investissements à impact qu'à la finance traditionnelle. Mais bon, Madrid, je te le recommande quand même. Ok, bah écoute, je note ça dans la liste de mes places to go. Alors, donc tu disais que toi, tu as démarré ta carrière dans la finance, donc tu as un parcours en finance classique. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Exactement, j'ai un parcours très traditionnel, enfin assez classique. J'ai fait une école de commerce après une prépa, une école de commerce à Paris. Et donc, je me suis spécialisée la dernière année en finance d'entreprise. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy, qui est une super entreprise, dans lequel je me suis spécialisée plutôt sur faire des due diligence financières pour des entreprises, notamment des entreprises françaises, qui veulent investir dans d'autres entreprises ou des fonds qui veulent investir dans des entreprises. Et j'avais cette particularité d'être basée à Madrid, d'être française basée à Madrid. Donc, on travaillait sur beaucoup d'opérations d'investissement de Français qui voulaient investir en Espagne, au Portugal ou en Amérique latine. Et donc, dans ce cadre-là, ils font appel à des cabinets pour vérifier toute la structure financière des entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc, quand tu as démarré, quand tu as fait tes études en finance, est-ce que tu avais déjà cette idée qu'à un moment donné, tu ferais de l'impact ou est-ce que tu as démarré ta carrière et est-ce que tu peux nous raconter justement un peu comment s'est opéré le switch ? Ouais, et c'est marrant parce que j'écoutais pas mal de gens justement, notamment sur tes podcasts, qui disaient qu'un jour, ils ont eu une révélation, quelque chose qui leur est tombé dessus pour dire, maintenant, il faut que je fasse de l'investissement à impact. Moi, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand j'ai commencé en travaillant dans la finance, je ne voyais pas, j'avais 2 choses que je ne voyais pas. La première chose, c'est je ne voyais pas du tout comment la finance, on va dire traditionnelle, pouvait créer des dommages sur la planète, pouvait détruire la planète. Je ne voyais pas l'impact négatif de la finance classique. Donc, je ne me préoccupais pas trop, en fait, de ça. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas, Parce que je me dis qu'une fois que tu es dans la finance, tu peux être très focus sur tes KPI et ne pas dérouler la problématique jusqu'au bout, en fait, de finalement qu'est-ce que tu finances et quel est l'impact. Exactement. Et à l'époque, il y a 10 ans, on parlait beaucoup des dommages que peuvent créer la finance de marché. Tu vois, la spéculation des marchés, le trading, ça, on en parlait beaucoup. Mais le métier de finance traditionnelle, où jamais on ne m'a parlé des enjeux environnementaux et sociaux, on ne parlait vraiment que de performance financière. Alors, comment tu opposes la finance de marché à la finance traditionnelle ? La finance d'entreprise plutôt que la finance traditionnelle. Okay. Et en fait, on parlait vraiment beaucoup plus des dommages de la finance de marché. C'est ça qui a créé beaucoup de crises financières. Mais la finance d'entreprise, on n'en parlait pas forcément. Donc, je n'avais pas vraiment l'impression d'aller dans un secteur qui pouvait créer des dommages forts sur la planète ou la société. Et malgré ça, j'avais des convictions extrêmement fortes, notamment sur les sujets écologiques, qui sont des sujets qui sont très ancrés dans ma famille depuis toujours. Mais je n'avais jamais imaginé que c'était possible d'allier mes compétences en finance
avec mes convictions écologiques. Il y a 10 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, j'ai fait un peu le parcours tout tracé en sortant d'une école de commerce, en rentrant dans un cabinet de conseil, à la fois sans me rendre compte de manière très innocente, parce que si j'avais creusé un petit peu, je m'en serais rendu compte, mais sans me rendre compte que mon travail pouvait être à l'encontre de mes convictions écologiques et sans imaginer qu'il existait un monde où on pouvait allier les deux. Ok, et donc, donc toi, tu as eu ce déclic donc, en lisant des articles, est-ce qu'il y a eu vraiment une ressource où tu t'es dit c'est plus possible? Il y a eu deux événements au cours d'une même année, je pense, qui m'ont amené à cette réflexion. La première chose, c'est dans le cadre de mon boulot, j'ai été en 2019 amenée à voyager pendant 1 mois dans 2 pays, en Colombie et à Trinidad et Tobago. Et là, à ce moment-là, je travaillais dans mon cabinet de conseil pour un groupe pétrolier. Et mon rôle, je me suis rendu compte, mon rôle était réellement de faire des économies à ce groupe pétrolier en allant là-bas avec eux pour les aider sur leurs activités de perforation dans ces endroits-là, en Colombie, à Trinidad et Tobago, en leur faisant faire des économies financières. Pendant 4 semaines, à Trinidad et Tobago et en Colombie, avec le client, on se met dans les comptes, on commence à réaliser un petit peu que ce qu'on fait n'est pas forcément très bénéfique pour la planète, parce qu'en fait, ces économies, elles vont forcément être utilisées pour autre chose. Donc là, ça commence à mûrir et il y a un petit choc entre mes convictions et ce que je fais au quotidien. Et si tu n'avais pas été on-site, tu penses que tu aurais... Je pense que j'aurais réalisé, parce qu'en fait, là, c'était un cas assez extrême. Travailler pour une compagnie pétrolière pour l'aider à faire des économies, c'est un cas assez extrême. Quand on travaille pour un fonds qui veut investir dans des PME en Espagne, dans d'autres secteurs, c'est un peu moins drastique, donc le choc est un peu moins brutal. Là, c'était vraiment, effectivement, être on-site au quotidien avec les clients, ça aide à se rendre compte aussi de ce genre de choses. Et quand je suis rentrée de mon voyage, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Donc là, ça m'a fait réaliser justement... Et encore une fois, de manière très innocente, parce qu'il y a 10 ans, j'aurais pu creuser un petit peu plus, mais de me faire réaliser, ok, ce monde-là de la finance ne me va pas, il faut que je trouve autre chose. Et puis en parallèle de ça, j'ai commencé à parler avec des gens qui me parlaient d'impact investing. Il y a 10 ans, c'était un mot que je ne connaissais même pas. Maintenant, dans les écoles de commerce, il y a des cours d'impact investing, mais je peux t'assurer qu'il y a 15 ans, ça n'existait pas. Dans toute ma spécialisation de finance en dernière année, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je suis tombée sur un MOOC de l'ESSEC sur Coursera, qui est un parcours que j'ai fait pendant 4-5 mois, qui a commencé à me familiariser avec ces termes. Et puis j'ai fini par parler avec des gens que je connaissais à Paris qui commençaient à travailler sur ces sujets. Et puis voilà, en une année, ça a fait un peu le combo de me rendre compte de l'impact négatif de ce que je faisais, ou en tout cas des dommages potentiels, me rendre compte qu'il y avait un autre type de finance qui existait et qu'on pouvait allier les deux. Et au bout d'1 an, du coup, je me suis dit, ok, c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Donc là, tu as rencontré Kimpa? Exactement. J'ai rencontré les fondateurs de Kimpa initialement à Madrid. Moi, je vivais là-bas et qui avaient une conviction un peu différente de ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Ils étaient convaincus, ces 3 fondateurs qui venaient de milieux super différents. Il y en avait un qui avait travaillé dans la gestion de patrimoine, un autre dans le monde beaucoup plus corporate et un autre spécialisé dans la gouvernance familiale, donc qui ne parlait absolument pas d'argent. Et ils se sont réunis tous les 3 et ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact dans le secteur de la finance? Aujourd'hui, il y a plein de fonds qui se développent. On essaie de faire quelque chose d'un peu différent et on est convaincu que les familles, notamment les familles fortunées, elles vont avoir un rôle crucial dans cette transition. Et personne sur le marché, à ce moment-là, ne savait comment accompagner ces familles. Quand on parle à des family office, on parle toujours de faire croître le capital, de préserver le capital, l'harmonie familiale, mais personne à ce moment-là sur le marché n'était capable de leur dire, mais en plus de ça, on va prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux pour transmettre votre patrimoine, pour l'investir correctement. On va parler finance, mais on va aussi parler impact en même temps avec les mêmes personnes et vous ne serez pas obligé d'aller voir d'autres gens, vous pourrez faire ça au sein même de votre family office. Donc on a démarré avec 2 familles il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en a 28, je crois, 5 ans après. Et vous avez toujours donc un bureau à Madrid et un bureau à Paris? Exactement. On a 2 bureaux maintenant, un à Madrid, un à Paris, qui sont à peu près équivalents. Et ça nous permet d'adresser, on a beaucoup de nos clients qui sont des Français à Madrid, parce que comme on disait, c'est une ville extrêmement agréable où habiter. Donc on a beaucoup de clients là-bas. Tous nos clients sont français. La moitié vivent à Madrid, la moitié vivent en France. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, alors déjà, ce que c'est un family office? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas forcément connue du grand public.
la différence entre un family office et un fonds d'investissement. Donc, comme tu le disais, vous accompagnez des clients très différents. Et puis, alors, moi, j'ai quand même l'impression que vous avez un positionnement très tranché, parce que j'ai pas entendu parler, en tout cas, de beaucoup de family office qui faisaient de l'impact. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que Kimpa est très, très intéressant. C'est vrai que c'est un monde assez caché, notamment, et c'est pour ça que souvent, on ne comprend pas très bien ce que c'est. Un fonds d'investissement, c'est une structure qui est montée par une société de gestion dans laquelle des personnes privées ou des institutionnels vont investir, ils vont mettre de l'argent dans une structure, et après, c'est la société de gestion qui va décider dans quoi ils investissent, selon la thèse qu'ils auront, entre guillemets, prévendue à leurs investisseurs. Nous, le family office, en fait, on a un métier de conseil. Et dans les family office, il y a 2 types. Il y a ce qu'on appelle les single family office. Ça veut dire que, par définition, il y a une seule famille derrière tout ce patrimoine. Et il y a les multi-family office, comme Kimpa, qui accompagnent plusieurs familles. Et donc nous, en tant que multi-family office, on n'est pas une structure d'investissement. On n'a pas une société de gestion, on n'a pas de fonds à nous. On est vraiment des conseillers en investissement financier auprès donc d'une trentaine de familles. Et on les aide au quotidien sur tous les défis qu'ils peuvent rencontrer avec leur patrimoine. Donc ça va être du civil, du fiscal, du juridique, de la structuration de patrimoine. Quand c'est un nouveau patrimoine qu'un entrepreneur vient de récupérer, comment on va structurer ça? Comment on va l'investir? Et puis quand c'est un patrimoine qui est de la 7e, 8e génération, parce que c'est du patrimoine qui se transmet de génération en génération, comment on réinvente pour la prochaine génération tout ce patrimoine? Donc en fait, on a vraiment un métier de conseil. Et donc, à la différence d'un fonds, c'est pas nous qui décidons dans quoi investissent les familles. Nous, on accompagne les familles pour les faire investir dans ce qu'ils veulent. C'est eux toujours qui décident, contrairement à un fonds. Moi, je peux pas décider dans quoi vont investir nos clients. Par contre, je peux les former, je peux les éduquer sur des sujets pour leur ouvrir les chakras sur d'autres types d'investissements, notamment les investissements à impact. Mais c'est toujours eux qui décident. Ah oui, donc à aucun moment, en fait, vous gérez, vous, de transactions financières ou... À aucun moment. Okay. C'est toujours la famille qui décide. Par contre, on est le bras droit. Le family officer, il a vraiment le rôle de chef d'orchestre. Donc, il va se faire aider du notaire, de l'avocat de la famille, de l'expert civil. Il va se faire aider de tout ça. Mais en fait, il va gérer toutes les problématiques de la famille. Ils ont besoin de personnes, étant donné la taille de leur patrimoine, ils ont besoin de personnes pour les aider au quotidien. Parce qu'il y a tellement de sujets, en fait, pour transmettre ce patrimoine au quotidien, pour investir ce patrimoine et surtout l'investir selon les valeurs de la famille. Comment on réunit les familles autour de sujets de patrimoine, parce qu'il y a énormément aussi de sujets de gouvernance familiale, et ça, on a un expert en interne qui est spécialisé là-dessus, qui ne parle pas du tout d'argent avec les familles, mais qui juste fait en sorte que toute la famille soit alignée. C'est ça, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la gouvernance familiale? Alors ça, c'est une des parties les plus intéressantes, et c'est une des spécialités aussi de Kimpa. C'est notamment pour ce qu'on a appelé les familles entrepreneuriales, qui sont donc des familles qui peuvent avoir une entreprise derrière, qui est une entreprise qui se transmet de génération en génération. En fait, au fur et à mesure des générations, il y a plusieurs personnes qui sont héritiers. Il y a plus d'une seule personne, il y a plusieurs personnes qui sont héritiers. De temps en temps, il y a 6-7 branches. Il y a des grandes familles en France qui sont connues pour avoir maintenant des dizaines et des dizaines de branches. Bon, à notre niveau, c'est peut-être des entreprises qui vont avoir 3-4 branches maintenant qui vont être héritiers de cette entreprise familiale et donc de ce patrimoine. Et en fait, l'idée, c'est comment on met d'accord tout le monde autour de la table pour gérer ce patrimoine collectivement. Comment on définit un petit peu les valeurs de la famille pour décider aussi des décisions d'investissement. Ça, c'est typiquement la chose qu'on fait, c'est pour définir la thèse d'investissement familial, il faut mettre tout le monde d'accord. Qui gère ce patrimoine? Qui ne veut pas gérer? Qui n'en veut pas de ce patrimoine? Et alors pour la thèse, du coup, est-ce qu'elle est, elle est matérialisée? Ouais. Vraiment, donc vous allez l'écrire? On va l'écrire. Exactement. En fait, ça, c'est une des premières choses, une fois qu'avec l'équipe de Family Officer, une fois qu'on décide un petit peu quel est le type d'investissement que veut faire notre client, on essaye de comprendre où est-ce qu'il se place sur ce triptyque dont on parle souvent, qui est le risque, le rendement et l'impact. Jusqu'à présent, avant, les conseillers financiers, ils ne parlaient que de risque et de rendement. En fait, on s'est rendu compte que le triptyque risque, rendement, impact, il est clé. Et c'est comme ça qu'on va définir la thèse d'investissement, parce que forcément, j'ai des clients qui ont très très peur du risque. Donc, je ne vais pas pouvoir leur conseiller d'aller investir dans des startups qui feront du chiffre d'affaires dans 10 ans. À l'inverse, j'ai des clients qui sont beaucoup plus friands de ce genre de projet
Et donc, je vais leur proposer ce genre d'opportunités. Et donc, on va définir avec tous les membres de la famille, on a toute une méthodologie pour définir avec tous les membres de la famille cette fameuse thèse d'investissement où on va leur parler des objectifs de développement durable, on va leur parler de rentabilité financière, on va leur parler de valeur, on va leur parler d'horizon d'investissement parce que pareil, c'est pas la même chose si on attend un retour sur investissement dans 5 ans ou dans 25 ans. Si on veut transmettre à ses enfants ou si on n'a pas d'enfants, c'est pas du tout la même chose. Si on est 15 cousins autour de la table ou si on est juste un couple avec 2 enfants. Donc tous ces enjeux-là vont être pris en compte au moment d'écrire cette thèse d'investissement familial. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver ce qui rassemble tous les membres de la famille. Dans le petit questionnaire, notamment, je leur fais choisir 3 objectifs de développement durable parmi les 17. Et en fait, c'est hyper puissant parce que quand on arrive à leur dire « vous avez tous choisi cet objectif de développement durable qui est la santé et le bien-être », en fait, ça crée des discussions. Exactement, et ça crée un projet commun. Donc, il y a un impact aussi au sein même de la famille. Et tous ces sujets de gouvernance, il y a un impact très, très fort au sein de la famille pour créer un projet commun qui est assez excitant. Oui, parce qu'on parle de thèse d'investissement pour souvent une société de gestion, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas pour une famille. Et c'est vrai que je me dis que ça doit être extrêmement complexe. Alors là, on sort un peu du sujet de l'investissement impact, mais comment vous êtes formé aussi à parce qu'il y a toute une dimension quasiment psychologique en fait. Parce que dans des familles, en plus, quand il y a des sujets de patrimoine qui sont aussi importants, ça doit faire ressortir pas mal de tensions. Exactement, et c'est pour ça que le rôle au sein de notre entreprise de Julien, qui est l'un des fondateurs, qui est spécialisé sur la gouvernance des familles et qui ne parle jamais d'argent, est clé. En fait, c'est l'homme clé chez nous pour faire cette thèse d'investissement, pour réunir la famille. C'est que justement, il arrive à percevoir les signaux faibles dans une famille, il arrive à réunir les gens, il est spécialisé là-dedans. Il a fait une thèse sur le sujet de l'impact et de la gouvernance familiale. Il a écrit un livre justement sur ce qu'on a appelé la famille régénérative. Il est spécialisé là-dessus et c'est un de nos atouts clés pour être capable de parler à ces familles qui ont beaucoup de parties prenantes et de faire un travail préalable avant de parler de « Ok, maintenant, ça va être quoi les sujets d'investissement dans lesquels vous allez aller ?» Avant, il faut aligner toutes les parties prenantes et ça, c'est clé. Et c'est une des spécificités qui fait que je pense que les familles de Kimpa sont aussi engagées. C'est qu'il y a ce travail préalable qui est fait avec Julien. Et alors, ces familles, comment, finalement, donc tu disais c'est un marché un peu caché, comment elles vous trouvent alors, d'une part, comment elles vous trouvent et qu'est-ce qui fait qu'elles viennent chez vous? Est-ce que souvent elles sont un peu curieuses, elles veulent passer une tête en disant allez, on va voir ce qu'ils nous racontent sur l'impact, ou est-ce que déjà elles sont vraiment convaincues de la démarche? C'est une très bonne question. Comment elles nous trouvent? C'est effectivement un monde très très caché parce que les gens parlent pas beaucoup. Alors c'est peut-être très culturel, mais en France on parle pas beaucoup d'argent, donc c'est pas très bien vu de. Plus en Espagne? Non, pas plus en Espagne. Aux États-Unis, on en parle beaucoup plus facilement. Et c'est parce qu'en Europe, c'est quand même. En Europe, c'est hyper difficile. En Espagne, je pense que c'est encore plus caché, mais en France, c'est très compliqué avec ses amis de dire ah bah tiens, moi j'ai beaucoup d'argent et je suis conseillée par Kimpa, vas-y. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça se fait un petit peu quand même par du bouche à oreille. On ne va pas faire de la pub partout. C'est par du bouche à oreille et c'est des recommandations de nos clients. Mais c'est pas un monde où on peut aller faire de la pub partout. Donc c'est des recommandations, mais très très fines, on va dire, et très très discrètes. Et donc ça marche plutôt bien. Après, on a 2 types de clients, je dirais même 3. On a des familles qui viennent, qui sont déjà super engagées sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et là, ils viennent pour ça, parce qu'ils savent qu'on sait parler de ça, ils savent qu'on a des opportunités d'investissement dans ce secteur-là, et qu'on a montré qu'on peut allier rentabilité financière et impact sur les enjeux environnementaux et sociaux. Là, eux, c'est ceux qui nous challengent le plus. On va dire, ils viennent déjà convaincus. J'ai d'autres familles qui viennent pour d'autres sujets et qui ne sont pas forcément soit formées, soit convaincues de ces sujets-là. Et du coup, qui ont un patrimoine qui peut justement créer des dommages sur la planète. Et là, c'est encore plus challengeant pour nous et c'est ce qu'on aime encore plus, c'est que l'impact, il va être démesuré si on arrive à les convaincre. On ne cherche pas à les forcer, on cherche à rien faire, juste à leur montrer qu'il y a aussi ce champ d'opportunités d'investissement qui existent, ils peuvent y avoir accès et on leur donne accès à ça. Donc ça, c'est assez dingue parce que souvent, on parle à des familles qui ne sont pas venues pour ça du tout, qui sont venues justement plutôt pour nos sujets de gouvernance familiale, pour nos sujets
transnationalité parce que justement on accompagne pas mal d'acteurs en Espagne et en fait ils finissent par être potentiellement convaincus par certaines opportunités, pas sur tout leur patrimoine et ça c'est complètement aligné avec ce qu'on veut faire, mais au moins on travaille un petit peu dessus. Et puis le troisième c'est on a des familles qui sont divisées et on a au sein d'une famille des gens qui viennent nous voir ou alors l'exemple un peu bateau et caricatural, c'est les enfants, la nouvelle génération est ultra engagée, les parents sont beaucoup plus réfractaires. Bon, dans la vraie vie, c'est un peu plus nuancé en général, mais c'est quand même souvent ça. Des familles où il y a une partie de la famille qui est extrêmement engagée, l'autre partie qui l'est beaucoup moins, et il faut réussir à aligner tout le monde et à mettre tout le monde autour de la table. Donc c'est pour ça qu'avec ces gens-là, on ne peut pas travailler de la même façon que si on travaille avec un de nos clients qui est tout seul et qui est engagé déjà depuis des années. Donc il y a toute une nuance à apporter. On ne force personne à faire des investissements impact. On est juste là pour les influencer un petit peu, leur montrer que ça existe et leur donner accès s'ils le souhaitent. Et alors, comment tu crées justement de la désirabilité sur le sujet de l'impact ? Eh bien ça, il y a plusieurs moyens. L'outil de la thèse d'investissement, il marche bien. Parce que quand on leur dit, vous allez avoir votre thèse d'investissement à impact de votre famille, on va vous créer une petite structure à vous, un petit fonds d'investissement familial. On a plusieurs clients avec qui on a fait ça entre frères et sœurs. On leur a créé une petite structure à eux. Ils versent un petit peu de dividendes de leur entreprise tous les ans et ils ont leur thèse familiale. Et donc, ils sont très contents de se réunir une fois par trimestre pour parler de ces sujets-là. Finalement, à côté des autres sujets, c'est assez désirable comme moment pour eux. Donc ça marche plutôt bien. Et la deuxième chose qu'on utilise, et là, ça marche à tous les coups, c'est leur faire rencontrer des entrepreneurs. Le fait de... Nous, on est un petit peu l'entremetteur, si tu veux. Nous, encore une fois, c'est pas nous qui décidons. On dit souvent qu'on est le Tinder de l'impact. On met en relation uniquement des gens qui cherchent des investissements à faire et d'autres qui ont besoin de ce financement pour résoudre des enjeux environnementaux et sociaux en montant des business models. Maintenant, on fait l'entremetteur entre les deux. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, on fait la mise en relation et on s'écarte, on les fait se rencontrer, mais là, ça marche tout de suite. En fait, les faire désirer quelque chose juste en leur montrant un deck d'une entreprise, ça ne marche jamais. En leur montrant un fonds, ça n'excite personne. Par contre, dès que tu les fais rencontrer les entrepreneurs ou même les porteurs de sociétés de gestion qui gèrent des fonds, parce qu'on a des sociétés de gestion à impact qui sont canonissimes, on a interviewé quelques-uns et quelques-unes, dès qu'on fait rencontrer ces gens-là et s'asseoir autour d'une table, plus que dans une visio d'ailleurs, ça marche à tous les coups. Et ça rend l'investissement ultra désirable. Ah bah écoute, c'est génial. Parfois, vous les amenez aussi sur des sites quand c'est possible ou... Ouais, on les fait visiter certains sites. Parce que vous n'êtes pas que sur des entreprises, vous êtes aussi sur la dimension philanthropique. Vous accompagnez aussi des associations, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, comme on accompagne nos clients sur l'ensemble de leur patrimoine, donc dans un patrimoine, en général, quand il est structuré, il y a des investissements, il y a du cash à la banque. Donc là-dessus, en fonction de quelle banque on choisit, on n'a pas le même impact. Il y a des investissements cotés, il y a de l'immobilier, il y a des résidences principales, secondaires, il y a du non-coté, il y a du private equity, il y a du venture capital, et puis il y a aussi une partie philanthropique. La grande majorité de nos familles sont extrêmement actifs dans leur démarche philanthropique. Et ça, on a commencé à les accompagner parce qu'ils nous ont dit, vous nous accompagnez sur notre démarche d'investissement en nous faisant réaliser qu'on peut prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans nos investissements. C'est génial, vous l'avez professionnalisé. Pourquoi vous ne faites pas la même chose sur notre démarche philanthropique ? Parce qu'en fait, on se retrouve à faire des dons un peu à droite à gauche. Ils sont extrêmement sollicités par des associations. Souvent, ils ont un peu du mal à dire non aussi. Ce qui est normal, c'est très émotionnel comme type de gérer son argent. Et donc forcément, nous, on les aide à professionnaliser leur démarche philanthropique, à créer une thèse philanthropique sur les thématiques. Et là, vraiment, on parle de valeur, d'impact sur vraiment les sujets. Et donc, vous faites une thèse à part pour la partie philanthropique. Exactement. On fait une deuxième thèse sur la partie philanthropique. Alors souvent, temps c'est une même thèse, mais la plupart du temps, c'est deux thèses différentes parce que sur la partie philanthropique, on ne parle pas du tout de rentabilité financière. Or, sur la partie investissement impact, et ça c'est hyper important, on cherche à avoir les deux, la rentabilité financière et de l'impact. Sur la partie philanthropique, on oublie tous les sujets de rentabilité financière, on est concentré que sur l'engagement et sur l'impact sur la planète et la société. Donc volontairement, souvent on sépare les deux parce qu'on ne veut vraiment pas que les gens pensent que l'investissement impact, c'est de la philanthropie. Pas du tout, on cherche un rendement financier
plus ou moins important en fonction du risque qu'on est prêt à prendre. Mais par contre, sur la partie philanthropique, là, on n'en parle plus du tout. Ça ne veut pas dire qu'on fait que des dons. On finance aussi des projets de capital catalytique, qui sont des projets ou de capital patient, qui sont des projets qu'on ne rentre pas dans la partie d'investissement, mais qui peuvent avoir une rentabilité très faible, que le marché n'assume pas forcément, ou alors qui n'est pas forcément un don, mais qui est de l'investissement sans retour financier. Enfin, il y a plein de formes de philanthropie. Et l'idée, c'est justement de le rendre le plus professionnel possible, d'embarquer les membres de la famille. C'est souvent un moyen, la philanthropie, d'embarquer la prochaine génération pour les professionnaliser un peu et les exciter sur ce patrimoine qui arrive. Commencer à travailler en famille autour de sujets en parlant de valeurs, en oubliant la partie purement financière de l'investissement. La philanthropie est un bon atout pour ça. Oui, et du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais sur l'impact et la rentabilité. Et je t'avais entendu le dire dans une intervention sur BFM que oui, l'impact, c'est pas une sous-catégorie en fait, c'est une approche vraiment de l'investissement. Exactement. Et ça, souvent, c'est le truc que confondent beaucoup de gens et qu'on essaye de montrer à nos clients. C'est que pour nous, l'impact, c'est pas un secteur, c'est vraiment une philosophie d'investissement. On ne nous dit pas on va investir dans l'impact et on va investir dans la tech. Non, on ne différencie pas du tout les secteurs. C'est une philosophie d'investissement qui est compliquée parce qu'en plus de prendre en compte la rentabilité financière à travers le TRI financier, on prend en compte aussi d'autres critères qui sont l'impact potentiel que peut avoir cette société dans laquelle vous investissez sur la planète et la société. Extrêmement dur à mesurer, ça on en parlera. Mais en fait, c'est juste une philosophie d'investissement où on prend 2 critères au moment de décider de l'investissement. On leur montre l'impact que ça va avoir et la rentabilité que ça va avoir. La finance traditionnelle ne montre que la rentabilité que va avoir l'investissement. Donc, on peut investir pour avoir de l'impact, mais dans des secteurs extrêmement variés. En fait, ce n'est pas un secteur, il n'y a pas le secteur de l'impact et le secteur du non-impact. Ça, nous, on déteste ça chez Kimpa. Tout peut avoir plus ou moins d'impact. Et en fait, sur plein de secteurs, même l'immobilier, on peut avoir énormément d'impact positif sur l'immobilier ou énormément d'impact négatif en investissant dans l'immobilier. Dans la tech, en fait, la tech, c'est juste un moyen. La tech est extrêmement utile pour plein de sujets environnementaux et sociaux. La tech peut aussi détruire très très fortement la planète. Donc il y a plein de sujets et c'est pour ça qu'on aime bien dire que c'est complètement transversal. C'est vraiment une philosophie d'investissement. Et ça doit les surprendre, j'imagine, pour certains, quand tu commences à approcher l'investissement à impact de cette manière. Ça les surprend. Il y en a plus d'un que ça surprend, effectivement. Et c'est pour ça que le family office, il a une relation à long terme. Le family office, il n'est pas là juste pour un investissement et on s'en va. En fait, on crée des relations avec nos clients pour des dizaines d'années, avec plusieurs générations, et on suit la famille petit à petit. Et il y a des familles, je sais qu'on ne va pas parler de ces sujets-là avant quelques années, et c'est OK. Il y a des familles, j'en parle dès le début. Mais en fait, c'est une transition, ça prend du temps. On le sait, hein, la transition écologique prend du temps. Au sein même des familles, pour transformer un patrimoine qui est là depuis des générations, on ne va pas faire ça en 2 rendez-vous du tout. Mais quand tu dis ça prend du temps, parce que vous, finalement, vous ne faites que de l'investissement à impact, est-ce que du coup, c'est des discussions qui s'installent et finalement, le processus de vous confier le patrimoine peut prendre plusieurs mois, années avant de faire le premier investissement. Puis j'imagine qu'ils ne vous confient pas forcément tout le patrimoine en fait, nous, on fait ce que veut le client. Donc, si le client ne veut pas faire exclusivement des investissements à impact, on fait ce qu'il nous dit de faire. Nous, on a vraiment ce rôle. Déjà, on n'est absolument pas excluant ni jugeant. Le client fait ce qu'il veut. Et quand il est avec son family office, il lui confie, entre guillemets, tout son patrimoine. Mais encore une fois, il sera toujours maître de décider dans quoi il investit. Il confie son patrimoine dans le sens où on va l'aider à le gérer, son patrimoine. Mais c'est toujours lui qui décide. Si un de mes clients me dit « Moi, je préfère faire de l'investissement plutôt traditionnel sur l'ensemble de mon patrimoine, mais par contre, du coup, ça me permet de sécuriser des revenus pour, sur cette poche-là, aller faire de l'investissement en prenant énormément de risques, en finançant des startups ultra innovantes dans la deep tech, dans la santé, très bien. En fait, on va l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. Si à l'inverse, il veut que sur l'ensemble de son patrimoine, on prenne en compte les enjeux environnementaux et sociaux, c'est possible aussi. Pour le coup, on s'adapte vraiment à ce qu'il veut. On force personne à prendre en compte ces enjeux environnementaux et sociaux. C'est, encore une fois, c'est pas notre argent à nous. Nous, on est juste là pour leur montrer que dès qu'ils prennent une décision d'investissement, il peut y avoir un enjeu. Ça peut y répondre positivement ou négativement. Donc, il faut qu'ils le sachent. Si vraiment, ils veulent absolument pas en prendre en compte
le prendre en compte, on ne peut absolument pas les forcer pour le coup. Et alors maintenant, si on aborde plutôt la partie projet dans laquelle vous investissez, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, alors d'une part, comment vous faites, alors est-ce qu'il y a une due diligence, parce que du coup, finalement, vous vous suggérez, comment vous sélectionnez ces projets, et est-ce que vous réalisez de votre côté une mesure d'impact? Alors, il y a une due diligence, il y a une due diligence qui est extrêmement, pour le coup, minutieuse. Au sein de Kimpa, on a une équipe de 6 personnes qui est spécialisée sur justement ça, les investissements non cotés, en prenant en compte à la fois les sujets financiers et les sujets d'impact. Et donc, on a une due diligence qu'on fait en interne. On fait aussi évidemment appel à des externes parce que, comme on disait, étant donné que l'impact, c'est pas un secteur, on va toucher des millions de secteurs différents, de business models différents. Donc, on fait toujours appel à des experts spécialisés sur les secteurs. Donc ça, grâce à notre réseau, on arrive pour tous les projets à avoir des avis d'experts sur les sujets. Et en interne, on a un process de due diligence qui va évaluer chacune des entreprises dans lesquelles on veut faire investir nos clients et chacun des fonds aussi dans lesquels on veut que nos clients investissent sur 3 pans, les fondamentaux, l'impact et la viabilité financière. Et les 3 sont au même niveau. L'impact, la viabilité financière est au même niveau. C'est le fondement justement de l'investissement impact. Et on va évaluer sur plein de critères justement toutes les entreprises ou tous les fonds qui veulent, que souhaitent voir nos clients. Et même pour les fonds, et ça je précise parce que justement pour nos clients, on essaye d'équilibrer un petit peu leur patrimoine. Donc on les fait investir dans des fonds d'investissement, on les fait investir dans des entreprises en direct. On fait un petit peu des deux. Mais dans les fonds d'investissement, on creuse un petit peu pour pas s'arrêter justement au vernis juste du fonds d'investissement de la société de gestion. On va vraiment creuser dans quoi ils investissent. Et on va vraiment les challenger là-dessus parce qu'on a vu 500 fonds d'investissement qui se disent à impact, je pense, au niveau mondial depuis qu'on a créé Kimpa. On a fait investir nos clients en 40. Donc le filtre est extrêmement sélectif parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui mettent juste une petite surcouche de verre pour attirer des investisseurs. Ça, on les élimine tout de suite et on arrive vraiment à les déceler. Et puis, il y a des fonds aussi Comment vous les décelez? Est-ce qu'il y a quelques critères que tu peux nous partager? Pour le coup, il y a beaucoup de choses qui font qu'on voit tout de suite si un fonds a vraiment la volonté de générer à la fois de la rentabilité financière et de l'impact. Quand la rémunération des dirigeants dépend, par exemple, des dirigeants de la société de gestion, dépend de critères à la fois financiers, mais aussi de critères d'impact, on sent forcément que la volonté est beaucoup plus ancrée que si c'est juste un nice to have avec une grille ESG à côté. Déjà, en Europe, il y a une réglementation, c'est-à-dire que si le fonds est article 9, par exemple, ça crée des conditions. Exactement, ça crée de la crédibilité, mais nous, on ne s'arrête pas là justement parce que ça peut avoir un effet un peu marketing pour le coup, et donc on creuse un petit peu plus. Et j'ai certains des fonds d'investissement dans lesquels nos clients ont investi qui, leur rémunération, qui est le carried interest, il dépend évidemment de la performance financière du fonds, mais il dépend de s'ils ont atteint des KPI d'impact sur chacune des entreprises qu'ils ont financées. Et ça, on sent qu'en fait, si on parle du fait que la société de gestion, son financement dépend des objectifs d'impact, là tout de suite, on sait qu'il y a un petit peu plus d'engagement de la part des gérants. Ok, très bien. Et donc sur la partie mesure d'impact, est-ce que vous avez vos propres outils ou est-ce que finalement vous vous en mettez à la mesure d'impact des fonds ou des sociétés qui viennent vers vous? Alors ça, c'est l'aspect le plus difficile, effectivement, la mesure d'impact. Et du coup, nous, on n'a pas voulu réinventer la roue. Il y a plein de méthodologies d'impact qui existent. Du coup, nous, on a décidé d'utiliser les KPIs de Iris+. C'est en open source, pour le coup, et c'est vraiment la méthodologie la plus poussée qu'on ait trouvée, mais qui est pas trop chronophage, dans le sens où, en fait, c'est une liste de plus de 600 KPIs d'impact qui existent. C'est disponible sur Internet et on peut filtrer par objectif de développement durable qu'on veut adresser, par business model, par type d'investissement, et on trouve les 4-5 KPIs les plus adaptés pour l'entreprise qu'on est en train de financer. Et en fait, parce qu'évidemment, on peut pas, c'est pas comme le TRI financier, on peut avoir plein de KPIs différents. On va pas travailler sur des sujets de CO2 quand on parle d'entreprises dans l'éducation. On va pas pareil pour l'eau.
Donc, chaque KPI a son importance. On essaye de ne pas en avoir 150, mais on en a 3 à peu près par entreprise qu'on finance, qu'on va reporter à nos clients et qu'on va essayer de suivre de manière trimestrielle pour s'assurer que l'investissement qu'on a fait a eu de l'impact. Et alors, peut-être qu'on y reviendra après, parce qu'on va on parlera un peu de fiscalité, mais comment finalement tes clients, ils ont, alors je dirais, il y a l'aspect un peu feel good qui réunit, de faire de l'impact, mais est-ce que plus trivialement, il y a une incentive pour eux, en fait, à investir dans de l'impact aujourd'hui? Alors, autre que fiscalement aujourd'hui, nous, ce qu'on voit beaucoup comme ce qui les valorise, c'est ce qu'on appelle le capital réputationnel de la famille. On parle souvent du capital financier. Quand on pense capital, on pense qu'au capital financier d'une famille. En fait, le capital réputationnel de ces familles, il est extrêmement puissant. Et donc, on voit très bien que certaines familles nous disent « Moi, depuis que je fais de l'investissement impact, je vois le regard des autres changer sur moi en tant que membre de ma famille, au sein même de ma famille, parce que je me mets à gérer ce petit fonds d'impact qu'on a créé avec mes frères et sœurs, ou bien dans la société. » Aujourd'hui, ils me disent je suis beaucoup plus valorisée par mes amis quand je leur parle du dernier investissement impact que j'ai fait, plutôt qu'il y a 10 ans où je leur parlais de la dernière voiture que j'avais achetée. Le regard des gens peut changer, et certaines de notre famille nous donnent ça comme témoignage. Ouais. Ok, très bien. Et puis bon, pour la partie fiscalité, on en reparlera après. Moi, il y a aussi un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est, tu es quelqu'un de, alors, pas seulement engagé, je dirais engagé au-delà de tes fonctions chez Kimpa, mais tu réalises aujourd'hui un vrai travail d'influence. Et alors, ça peut être un petit peu paradoxal, parce que tu me disais justement que cet univers du family office, il est quand même assez caché. Mais toi, en tout cas, personnellement, tu vas porter ce sujet. Alors, tu as co-signé le manifeste pour une finance régénérative. Donc, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ce manifeste et en quoi il est aujourd'hui stratégique pour le virage que doit prendre la finance verte. Oui, tout à fait. Pour le coup, le manifeste pour une finance régénérative, il est clé. Il est issu de la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais pas si tu connais cette initiative qu'on a fait chez Kimpa l'année dernière. En fait, ils réunissent des acteurs d'une même région ou d'un même secteur pendant 1 an à travers des sessions de 2-3 jours, et ils les font travailler sur comment ils peuvent agir à la Convention des entreprises pour le climat, comment ils peuvent agir pour passer d'un monde dit extractif à un monde régénératif. Comment on peut faire la bascule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent comment on peut rendre cette bascule irrésistible entre le monde extractif d'aujourd'hui et le monde régénératif. Donc, quand tu entends ça, tu te dis comment on va faire ça avec les acteurs du monde financier. Et en fait, ils ont quand même réussi l'année dernière, la Convention des entreprises pour le climat, à réunir plus de 70 entreprises du monde financier, des banques, des family office, des fonds, des assureurs, des conseillers, plein d'acteurs différents pendant 1 an. Donc, c'était la CEC du monde financier. Et on a travaillé, alors tout le monde ne partait pas du même niveau d'engagement, mais on a travaillé sur comment impacter nos organisations au sein du monde financier pour passer justement de ce monde extractif à ce monde régénératif. Et au sein de cette convention des entreprises pour le climat, on a travaillé sur des projets de groupe. Et donc nous, chez Kimpa, on a travaillé avec plein d'autres acteurs sur ce fameux manifeste pour une finance régénérative, parce que on partait du principe qu'il nous manque aujourd'hui, en France et en Europe, un cadre qui favorise les investissements qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux et qui pénalise les investissements qui détruisent la planète, littéralement, les investissements qu'on dit souvent bruns. Et en fait, ça c'est une conviction que j'ai moi à titre personnel, c'est que dans la finance, malheureusement, aujourd'hui, on a besoin d'incentives et on a besoin de pénalités pour faire avancer l'engagement. Il y a plein d'autres manières finalement de convaincre, mais les incentives et les pénalités dans le monde de la finance, ça marche très bien. Donc ce manifeste, il a été signé par de nombreuses entreprises, plus de centaines d'entreprises et de personnes privées, et il a juste pour but de poser quelques bases de mécanismes fiscaux ou réglementaires qui pourraient justement aider à mettre en place une finance plus écosystémique, plus régénérative et faire avancer le monde financier vers un monde qui favorise ces financements-là. C'est extrêmement compliqué parce que
comment on définit si un investissement est vert ou brun, ça demande énormément de critères. C'est extrêmement subjectif encore à date. Mais en fait, on a travaillé sur des idées et on a remis ce manifeste à l'État, en fait, en disant, voilà, on a quelques idées, nous, monde financier, on est 75 organisations, on a quelques idées à vous proposer. Typiquement, sur la fiscalité, il nous faudrait avoir une incentive. Moi, je le vois pour mes clients qui sont souvent des anciens entrepreneurs. Il faudrait qu'il y ait une incentive pour eux quand ils font des investissements ou quand ils ont une plus-value, que l'impôt ne soit pas le même si la plus-value vient d'un investissement vert ou d'un investissement brun. Moi, ça me paraît encore... Et aujourd'hui, il n'y a aucune distinction qui est faite. Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment minime, c'est très léger. C'est forcément que pour potentiellement des très jeunes entreprises. C'est pas pour tout son patrimoine. Alors qu'en fait, rien que de transmettre son patrimoine à ses enfants, il y a des impôts de succession. Quand on investit, on a de la plus-value financière. Le fait d'être taxé de la même façon, alors qu'on peut avoir détruit la planète ou essayer de prendre en compte ces enjeux environnementaux. Je ne dis pas avoir sauvé le monde, mais juste prendre en compte ces enjeux environnementaux et sociaux quand on décide d'investir. Aujourd'hui, la fiscalité est la même. Et ça nous pose un problème parce qu'on se dit, là, il y a quelque chose à jouer pour créer de l'incentive. Ça va aussi permettre potentiellement, si on pénalise la taxation sur la plus-value des investissements bruns, ça peut aussi permettre de rééquilibrer ce gap qu'on a souvent de la rentabilité financière d'un investissement dit à impact, d'un investissement traditionnel. Il y a un gap souvent de rentabilité financière, ça permettrait de le rééquilibrer un petit peu. Parce que c'est aussi ce que met en avant le manifeste d'ailleurs, c'est de revoir ces exigences de rentabilité sur les investissements. Exactement. Est-ce que tu as une idée, toi, de différence de rentabilité alors, par exemple, sur moi, quelques personnes qui travaillent dans des fonds d'investissement, ils te disent quand même qu'ils peuvent avoir une rentabilité de entre 8 et 12% sur leurs investissements. Alors, quelle serait la différence de rentabilité entre un investissement classique et un investissement durable ? En fait, on n'arrive pas à avoir une réponse précise sur ce sujet pour plein de raisons. C'est que la première chose, c'est que ça dépend énormément du type d'actif dans lequel on investit. Comme je disais, l'impact, c'est pas pour nous un secteur et on ne le compare pas au secteur de la tech. On peut avoir de l'impact sur l'immobilier, on peut avoir de l'impact sur le cash qu'on a à la banque, on peut avoir de l'impact sur les investissements cotés qu'on fait. Donc en fait, on ne parle pas, nous, de pénaliser la rentabilité financière de X points parce que ça dépend. Ça, les chiffres que tu donnes sont vrais effectivement dans le venture capital. Là, c'est effectivement des taux qui sont assez courants. Mais on a vu en fait, ça dépend aussi du secteur dans lequel on veut investir. Si on investit dans un sujet environnemental avec beaucoup de tech qui peut scaler, donc aller dans le monde entier à grande échelle, ou si on investit dans un projet d'éducation à côté de chez soi, ça n'a forcément pas du tout la même rentabilité financière parce que le projet n'est pas du tout de la même envergure. Donc ça dépend vraiment, on n'arrive pas à avoir une réponse concrète parce que on ne compare pas du tout les mêmes choses, quoi. Et est-ce qu'on peut parler alors brièvement aussi de la première partie de ce manifeste qui met plutôt l'accent sur sur l'évaluation du risque aujourd'hui qui est les contraintes pour les investisseurs institutionnels sur l'évaluation du risque. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis très extérieure à ça et du coup, j'aimerais comprendre en fait en quoi aujourd'hui ces réglementations, elles entravent le fait que les flux financiers soient dirigés plutôt sur de l'investissement à impact. Ouais, effectivement, il y a une partie du manifeste qui traite justement de ce qu'on appelle les règles prudentielles, notamment pour les banques et les assureurs. Ils ont des niveaux de ce qu'on appelle les fonds propres qui sont obligés de maintenir, ils sont obligés d'avoir un seuil qui permet, en cas de panique bancaire, que ce ne soit pas justement l'effet domino où tout le monde va aller rechercher son cash à la banque en même temps et entre guillemets, il n'y a plus d'argent. Je caricature un petit peu, mais donc qu'est-ce qui a fait que depuis les différentes crises financières et bancaires qu'on a connues, il y a un régime réglementaire prudentiel qui fait que les banques et les assureurs sont obligés d'avoir un niveau de fonds propres minimum qu'ils peuvent placer, mais qui gardent au cas où pour pouvoir subvenir aux besoins des citoyens. Je caricature, hein, mais c'est vraiment pour simplifier. Ces fonds propres-là sont gardés et sont placés. Nous, on considère que ces fonds propres, les plaçant dans des investissements bruns,
on a un risque beaucoup plus fort que si on les place dans un investissement vert, ou en tout cas un investissement qui prend en compte les enjeux environnementaux et sociaux, parce qu'en fait, les investissements, par exemple, dans les énergies fossiles, ont un risque aujourd'hui, étant donné que c'est limité. Les investissements qui ne prennent pas en compte ces enjeux environnementaux et sociaux, forcément, pour nous, il y a un risque, parce qu'il y a un risque climatique qui est très fort, et on le voit déjà dans notre quotidien, on voit l'impact que peuvent avoir les situations extrêmes liées au climat, on le voit sur notre économie. On commence un petit peu à le voir. Et en fait, nous, on voudrait faire en sorte que cet argent, qui est donc ces fonds propres de ces banques, de ces assureurs, soit placé à bon escient. Parce qu'il y a un minimum, mais le minimum pourrait être différent et plus ou moins souple en fonction des investissements qui sont réalisés par les banques et les assurances. Et on voudrait pouvoir justement donner un petit peu, favoriser les banques et les assureurs qui mettent en avant ces investissements à impact, ou ces investissements qui prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux, et pénaliser un petit peu les assureurs ou les banques qui ne le font pas et qui investissent plutôt dans des projets qui vont détruire la planète avec des seuils beaucoup plus restrictifs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on essaye de jouer en disant, de la même manière que la fiscalité, on voudrait donner des incentives et rendre plus souples des règles si jamais les investissements prennent en compte ces enjeux environnementaux et sociaux. À l'inverse, on voudrait rendre beaucoup plus strict et beaucoup plus restrictif si on ne prend pas en compte ces enjeux environnementaux et sociaux. Et alors pour terminer sur, sur ce manifeste, donc vous l'avez co-signé il y a 1 an. Ouais. Est-ce que tu sais un peu quelles ont été les suites données, quelles sont les prochaines étapes? Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a terminé ça en mai de l'année dernière, donc juste avant la dissolution. Donc, on est vraiment arrivé au meilleur moment pour pouvoir en parler avec le gouvernement. Blague à part, on a un petit peu attendu justement que tout ce chaos politique, j'allais dire s'arrête, mais non, on ne s'arrête pas, mais finalement passe un petit peu pour pouvoir reprendre le sujet. On a toujours ce groupe de travail qui nous permet, et on l'a travaillé, c'est important, je le dis quand même, on l'a travaillé avec des étudiants qui ont participé à la Convention des entreprises pour le climat, qui étaient ultra motivés. Donc, c'était hyper intéressant parce que c'était à la fois des étudiants et des professionnels du monde financier qui, pour la première fois, s'associaient pour travailler sur une demande de réglementation supplémentaire. Qui, dans le monde financier aujourd'hui, demande plus de réglementation? Je n'en connais pas. Et en fait, pour la première fois, on disait si, nous, on veut plus. Enfin, on ne veut pas faire plus, on veut juste mieux. Ouais, on veut mieux, exactement. Et donc, le groupe de travail existe toujours, évidemment, et on reprend les discussions. On attendait juste que le chaos un petit peu politique de l'année dernière s'amenuise un petit peu. Et alors, autre influence que tu as, tu vas sur le plateau de BFM, donc tu me disais 1 fois par mois. J'ai eu l'occasion de regarder quelques-unes de tes interventions. Et donc, moi, je m'interrogeais sur comment tu sens la sincérité de BFM sur le fait de faire la place au sujet à impact et quelles retombées ça a pu avoir finalement pour vous. Alors, effectivement, de temps en temps, quand on y va, on ne sait pas vraiment comment, entre guillemets, on va être reçu, ou alors quel va être l'impact réel, parce que c'est des mondes tellement différents du monde dans lequel on agit au quotidien qu'on ne veut surtout pas être utilisé pour faire du greenwashing. Ce qui est vraiment la peur, souvent, quand on intervient que ce soit sur BFM ou sur des tables rondes, on a toujours peur d'être la carte de soit la femme, soit la personne qui parle d'investissement vert. Et toi, t'as les deux. Et moi, j'ai les deux. La double peine. Et donc, je veux surtout pas être utilisée pour ça. Et pour le coup, on a testé au début sur BFM Business. Et en fait, on a continué parce qu'on sentait la sincérité. Je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, ça dépend vraiment du journaliste ou de la journaliste avec qui on travaille. Et moi, je travaillais pour ça et j'étais invitée par une journaliste qui avait vraiment vocation, dans son émission, à bosser sur ces sujets-là et à essayer d'influer un petit peu les personnes qui écoutent ces émissions ou qui regardent ces émissions sur BFM Business. Elle avait vraiment l'envie, elle avait 1h30 d'antenne par jour, elle avait vraiment envie de consacrer du temps à ça. Elle ne me faisait pas venir les 3 dernières minutes juste pour avoir son check sur ses critères ESG et d'avoir parlé de ça. Elle comprenait les enjeux, mais je ne dis pas que toute la chaîne est comme ça et je ne dis pas que toutes les émissions sont comme ça. Je pense que ça dépend vraiment de la journaliste ou du journaliste qui décide de traiter ce sujet. Effectivement, de temps en temps, c'était des débats avec d'autres invités qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde et qui me regardaient
plutôt différemment que d'autres acteurs. Mais en l'occurrence, ça marchait plutôt bien pour Kimpa aussi, parce que le fait de pouvoir parler de ces sujets sur des grandes antennes, c'est quand même assez rare. Et donc, ça permet aussi de démocratiser un peu le sujet. Donc, je ne sais pas si c'est extrêmement regardé BFM Business le mercredi à 11h30, mais ça permet de parler de ces sujets de manière justement moins cachée qu'au sein du monde des family office, des grandes familles fortunées, qui est un monde très caché, très discret. Et donc, ça permet de démocratiser un petit peu plus le sujet. Et alors, je rebondis sur ta double casquette d'investisseuse à impact et de femme. Donc maintenant, on va parler un peu des femmes dans le monde de l'investissement. Alors, c'est vrai qu'ici, j'ai plutôt reçu des acteurs de la tech. Et donc, ce chiffre un peu triste a rappelé que seulement 2% des femmes parviennent à lever des fonds. Et alors, dans le monde de l'investissement, aujourd'hui, donc 28, alors, notamment dans le venture capital, seulement 28% des femmes des investisseurs sont des femmes. Donc, quels sont les enjeux, selon toi, pour avoir plus de femmes dans le monde de l'investissement et qu'est-ce qui freine encore ? C'est effectivement une cause que j'essaye de défendre au maximum. Et pour le coup, on est plusieurs à essayer de le défendre, ce sujet-là. En fait, il y a un double enjeu. Effectivement, comme tu le rappelais, il n'y a que 2% des fonds qui sont alloués à des entreprises, notamment des startups, qui sont fondées exclusivement par des femmes. Il y en a un petit peu plus si on regarde les équipes mixtes, mais pour des entrepreneuses avec des équipes fondatrices exclusivement féminines, c'est que 2% des fonds qui vont vers ce fonds-là, vers cette entreprise-là. On le sait, il y a plus d'équipes fondatrices que ça. Donc, il y a aussi un sujet de développer l'entrepreneuriat au féminin. Mais l'entrepreneuriat au féminin ne sera financé que s'il y a des femmes au niveau du venture capital, mais même au niveau du private equity plus général, au niveau du monde financier. S'il y a plus de femmes investisseuses, il y aura plus d'équipes exclusivement féminines qui seront investies, parce qu'on le sait, les femmes ont 2 fois plus tendance à financer des projets portés par des femmes. Soit parce qu'elles comprennent des enjeux qui ne sont pas forcément compris par le monde plutôt exclusivement masculin. Mais ça, c'est un enjeu qui est clé. Nous, quand on analyse les fonds d'investissement, parce qu'on fait investir nos clients dans des fonds d'investissement, on en a analysé, je te disais, plus de 500. Non, je ne sais pas si je pourrais te dire le nombre sur 500 de fonds d'investissement où les équipes sont exclusivement masculines encore. Et encore, je travaille dans les sujets des enjeux environnementaux et sociaux, qui, je pense, sont beaucoup plus adressés par des équipes mixtes que par des équipes exclusivement masculines. De toute façon, la Clématech n'est pas vraiment mieux logée, parce que on parlait de cette étude qui a été publiée par Asterion il y a peu de temps, et je crois que c'est à peine un quart des équipes, un quart d'effectifs de femmes dans les fondatrices de Cleantech. Exactement. Et en fait, le nombre ou le pourcentage de femmes dans le monde de l'investissement, tu citais le pourcentage, mais ce qui est un peu préoccupant, c'est qu'il décroît en fonction de la seniorité. Il y en a beaucoup plus au niveau junior analyste, il y en a beaucoup moins quand on arrive dans les comités d'investissement. Et ça, nous, on le voit, parce que finalement, c'est ça que présentent les fonds d'investissement quand ils présentent, c'est que les comités d'investissement sont souvent soit exclusivement masculins. Nous, maintenant, c'est plus possible. Ça, quand je vois ça, c'est plus possible pour moi de recommander à quelqu'un d'investir dans un fonds qui ne prend même pas en compte ce sujet-là. J'ai même des fonds d'impact qui me disaient, nous, on investit dans des entreprises à impact. Quand tu regardes leur gouvernance au sein même de sociétés de gestion, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est la première chose qui, nous, maintenant, nous rebute quand on regarde une équipe d'une société de gestion. Et pour le coup, on travaille vraiment au niveau de Kimpa. Si tu veux, moi, j'ai 3 fers de bataille. Le premier, c'est effectivement essayer de faire en sorte d'avoir un pourcentage des entreprises dans lesquelles investissent mes clients, d'avoir un pourcentage d'équipes purement féminines ou d'équipes mixtes qui est bien plus élevé que la moyenne. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle on peut agir. Et la seule manière d'agir sur ça, c'est de faire prendre conscience aux investisseurs ce sujet-là. En fait, de temps en temps, ils réalisent a posteriori, au bout d'1 an d'investissement, et on leur dit voilà ce qui s'est passé. Et ils n'avaient pas réalisé. Parce que c'est des biais qui sont très inconscients. Donc, leur faire réaliser ça, et dans la due diligence, quand on leur présente un investissement, leur dire attention, c'est une équipe exclusivement masculine. Attention, c'est une équipe mixte. Attention, c'est une équipe
purement féminine, c'est extrêmement important. Nous, on est convaincus de la mixité, c'est le plus important. La deuxième partie où j'essaie d'avoir de l'influence, c'est au sein de Kimpa. Au sein de Kimpa, dans l'équipe d'investissement et même au sein de Kimpa en général, d'avoir une mixité parfaite. Ça, je suis convaincue que les femmes ont des biais d'investissement, les hommes ont des biais d'investissement, mais de la même manière que les jeunes ont des biais d'investissement et les personnes plus âgées ont des biais d'investissement. Et la complémentarité pour l'investissement est clé. En fait, on ne va pas voir la même chose. Je déteste les études qui nous disent, qui caricaturent en disant « oui, les femmes, c'est important dans l'investissement parce qu'elles sont beaucoup plus prudentes, donc elles vont beaucoup plus rationaliser, analyser, alors que les hommes, ils sont beaucoup plus ambitieux. Et donc, eux, ils vont vouloir justement porter le scale et le BP de l'entreprise jusqu'au bout. » Ceci dit, il y a des études qui démontrent par contre que les entreprises gérées par des femmes sont plus performantes. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, je ne crois pas au fait que la femme est plus prudente et l'homme est plus ambitieux. Ça, j'y crois absolument pas. Donc la complémentarité dans l'équipe d'investissement, elle n'est pas du tout importante pour ça. Mais en fait, tout le monde a des biais. Il y a des sujets qui sont beaucoup plus sensibles pour des femmes, d'autres sujets qui sont beaucoup plus sensibles pour des hommes. Et c'est le fait d'avoir les deux qui est hyper important. Donc le deuxième axe où j'essaie d'intervenir, c'est au sein de Kimpa pour avoir une équipe mixte et on y arrive. C'est pas si dur, contrairement à ce que beaucoup d'acteurs de la finance pensent. C'est pas si dur d'avoir de la mixité au sein de son entreprise, même dans la finance. Et la troisième partie, c'est au sein des clients. Les familles et les business angels qui vont financer finalement les entreprises, la majorité des clients sont des hommes. Les femmes que j'adresse, la majorité sont les épouses d'eux ou les mères d'eux. Mais j'ai encore pas assez, selon moi, de clientes femmes. Il y en a quelques-unes. On parlait des femmes business angels. Ouais, 6% seulement de femmes business angels en France. Voilà. Je crois que c'est un peu mieux au UK où c'est 10%. Mais... Voilà, alors que des familles fortunées, il y en a beaucoup qui sont portées par des femmes. Quand je parle avec ces clientes, elles me disent souvent, moi en plus j'en ai marre, parce que je suis catégorisée comme la femme business angel, et du coup je ne reçois que des dossiers de projets pour des sujets féminins. Des sujets dans la technologie pour la santé des femmes, des sujets dans les soins cosmétiques. Et moi, je veux recevoir des sujets deep tech, je veux recevoir des sujets environnementaux. Elles en ont marre d'être catégorisées comme investisseuses femmes et donc ils vont financer l'ensemble des projets dans la femtech aujourd'hui. Ça, c'est plus possible. Donc, il faut qu'on arrive à nuancer ça et donc travailler avec les femmes pour qu'elles se rendent compte de l'impact qu'elles peuvent avoir. Pas juste les faire travailler sur le sujet philanthropique, aller travailler sur des sujets d'investissement à impact et pas vous mettre dans une catégorie d'investisseuses femmes qui vous projettent du coup que des projets liés à votre condition, entre gros guillemets, de femme et donc vous allez résoudre tous les problèmes de la femme. Non, ça c'est pas possible. Et alors, du coup, parce que tu disais que toi, vous avez réussi chez Kimpa à créer la mixité, une mixité quasi parfaite. Et que d'autres acteurs du monde financier te disent que c'est difficile de créer ces conditions. Est-ce que ça vient du biais que, comme il y a beaucoup d'hommes, ils ont tendance à embaucher plutôt des hommes et qu'est-ce qui fait que toi, tu dis que c'est pas si facile et que tu arrives à recruter des femmes? En fait, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes qui ont du mal à se lancer dans le monde de la finance, à qui on a du mal à donner des chances parce que c'est beaucoup des hommes qui recrutent. Quel est ton sentiment, toi, à ce niveau-là? En fait, moi, j'ai pas la sensation que c'est difficile de se lancer dans ce secteur-là. Je pense que ça vient de l'éducation aussi depuis le tout début. En fait, typiquement, en école de commerce, ma dernière année, je l'ai spécialisée dans la finance. Mais déjà là, à ce niveau-là, et j'avais même pas entré du monde du travail, j'étais pas entrée dans le monde du travail, à ce moment-là, il y avait déjà 3 fois plus d'hommes que de femmes dans le master spécialisé en finance. Donc ça commence déjà là. Forcément, après, ça va ricocher sur le monde professionnel. Et toi, tu viens d'une famille où il y a déjà des financiers ou tu t'es jamais dit, est-ce que ça peut ne pas être pour moi Pas particulièrement. Dans ma famille, pour le coup, pas particulièrement. Et donc, je pense que j'ai eu besoin de voir quelques rôles modèles externes à ma famille en pensant que c'était possible justement de voir des femmes à des postes dans la finance ou alors à des hauts postes. Ça, c'est sûr. Mais en fait, je pense que l'éducation financière devrait être faite beaucoup plus tôt et on aurait moins de problèmes. Ça va prendre du temps. Mais tous les sujets au niveau de l'éducation pour faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent être bonnes en maths, elles aussi, c'est pas que réservé aux hommes, qu'elles peuvent être ingénieures, elles aussi,
qu'elles peuvent gérer les finances de leur famille, qu'elles peuvent faire du trading. Tous ces sujets-là, si on les apprenait entre la 3e et la terminale, on aurait beaucoup moins de disparités par la suite, je pense. Et c'est vrai que là, du coup, on rejoint un peu le sujet des finances personnelles et de l'éducation financière. Et c'est aussi un sujet passionnant. Et alors, est-ce que toi, tu as des rôles modèles, justement, que tu veux partager dans l'industrie d'entrepreneurs ou quelles ont été justement les personnes qui t'ont inspiré à poursuivre ta carrière dans la finance? Alors, les personnes qui m'ont inspirée à changer, justement, on en parlait au tout début, à changer un peu mon prisme de la finance et à me dire qu'on pouvait faire de la finance en prenant les enjeux environnementaux et sociaux, il y en a plein. L'une des personnes avec qui j'ai le plus échangé et qui m'a le plus formée sur ce sujet, c'est Marion Chup de Make Sense. Marion, c'est la personne qui m'a fait comprendre, c'est une des personnes les plus engagées dans le secteur de la finance à impact. Je pense que c'est la personne qui m'a fait comprendre que c'était possible d'allier les deux. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup parlé avec des gens dans la philanthropie et c'est il y a 10 ans la personne qui m'a fait justement comprendre que non, c'était possible d'allier les deux aujourd'hui. Après aujourd'hui, je rencontre plein de gens grâce à mon travail qui ont monté des sociétés de gestion gérées par des femmes. Il y en a plein. On a travaillé avec Marie Eklund de Team for the Planet, Marie Eklund de 2050. Il y a plein de gens chez Team for the Planet et c'est porté par des femmes et qui, moi, m'inspirent énormément. Mais pour le coup, ce monde-là des femmes investisseuses, on arrive à créer finalement des groupes. Alors, il faut faire attention avec les groupes de femmes à que ce ne soit pas excluant finalement pour le reste, parce que moi j'aime bien la mixité justement dans ces sujets-là. Et on le voit en fait, il y a de plus en plus de clubs de business angels qui sont maintenant exclusivement féminins. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi d'adhérer à ça parce que je pense vraiment que la complémentarité des deux genres est clé pour l'investissement. Écoute, Brune, on approche de la fin de cet entretien. Donc, j'aime bien demander quelles sont les personnalités qui t'inspirent. Donc, tu m'as répondu. Et est-ce que tu aurais une personnalité à me recommander pour le podcast? Bah, pour le coup, si tu arrives à avoir Marion Chup de Make Sense... Je pense que tu es la 4e personne à me parler de Marion. Donc là, elle n'aura plus le choix. Elle devra venir. Pour le coup, Marion, c'est une super personne avec qui échanger sur ces sujets-là. Je travaille beaucoup aussi avec Emma de Team for the Planet qui porte ces sujets au quotidien avec beaucoup, beaucoup d'engagement. Donc, si tu réussis à les avoir, ça va te faire des épisodes incroyables, je pense. Écoute, je serais ravie. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée? Il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que j'utilise comme média ou comme support pour m'informer sur ces sujets-là? C'est ma question suivante. Ah, mais c'est très bien, les grands esprits se rencontrent. Du coup, je réponds à ma propre question. Tu peux t'attribuer le mérite de cette question. Non, mais en fait, ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent pour démarrer. Parce que finalement, il y a tellement de matière. Pour démarrer sur le sujet de l'écologie ou sur le sujet de l'investissement à impact? Les deux. Les deux. Parce qu'avant de commencer de parler de finance à impact, il faut comprendre les enjeux. Et en fait, moi, il y a 10 ans, je me mettais juste à lire un rapport du GIEC, c'est fini. En fait, je ferme le rapport et j'arrête. C'est incompréhensible. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant de varier les différents supports de médias pour s'informer des sujets. Au début, quand les gens commencent à s'intéresser au sujet, il faut aller sur quelque chose d'un petit peu ludique pour pas justement faire peur. Donc moi, je recommande beaucoup les romans graphiques ou les BD pour commencer. Typiquement, des BD comme Ressources, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui fait comprendre très très bien les enjeux autour de l'économie extractive dans laquelle on vit. De qui est cette BD? Ressources, j'ai plus l'auteur là en tête, je pourrais te le retrouver. Mais c'est pour le coup une très bonne... On mentionnera dans la description de l'épisode. Ouais, pour le coup, ça marche super bien. Il y a une BD sur les scandales des algues vertes qui marche super bien pour comprendre ces enjeux. Enfin, il y a plein de romans graphiques qui permettent de faire ça. Après, ça, c'est pour démarrer. C'est assez ludique. Il y a quelques ouvrages de livres qui, pour moi, sont assez clés à lire quand on veut rentrer un petit peu plus dans le sujet. Celui qui m'a fait le plus comprendre la dimension
et les échelles de ce dont on parlait, c'est le livre de Bill Gates qui s'appelle « Comment éviter un désastre ». Ce livre-là fait enfin comprendre les ordres de grandeur dont on parle. Et ça, pour moi, ça a été une des lectures il y a, je pense, 5 ans, qui m'a fait vraiment comprendre de quoi on parlait. Et qui reste tout à fait d'actualité. Et qui reste complètement d'actualité. Et il y a quelques prémices de ce qu'il fait en impact investing, justement, Bill Gates, sur quelques solutions. Mais ça fait tout de suite comprendre quand des entrepreneurs viennent nous voir en pensant avoir trouvé la solution pour sauver le monde. En fait, on atterrit tout ça avec des ordres de grandeur et on comprend où sont les enjeux. Donc ce livre-là est extrêmement, pour moi, a été très formateur justement sur ces sujets. Et puis après, je recommande aussi de ne pas écouter que des podcasts sur ces sujets-là, mais aussi utiliser les médias pour s'informer sur d'autres thématiques. Moi, je sais que le podcast des baladeurs qui fait des expéditions dans la nature, c'est le podcast que je suis le plus quotidiennement, je pense, pour pouvoir comprendre un petit peu pourquoi on fait tout ça aussi, pourquoi on se bat au quotidien pour faire de la finance à impact. C'est pas juste faire de la finance à impact, mais c'est protéger la nature, et donc écouter des podcasts sur ces sujets-là aide beaucoup aussi. Super. Et est-ce que tu as une actualité à nous partager pour toi ou pour Kimpa ? En fait, pour le coup, dans les actualités de Kimpa, nous, ce qu'on démarre aujourd'hui, c'est justement cet accompagnement pour les familles philanthropiques. Et donc ça, c'est tout nouveau pour nous. On démarre ça avec nos clients. On les a accompagnés beaucoup sur l'investissement à impact. Aujourd'hui, on les accompagne aussi sur la philanthropie. Et en fait, c'est assez clé parce que ça nous permet d'adresser de nouvelles familles qui ne sont pas forcément initialement très convaincus par l'investissement impact, et on travaille avec eux, on commence à travailler avec eux sur la partie philanthropique, et c'est un bon moyen d'enclencher des bonnes discussions.